Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises Impact Positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Antoine Madoui, le président de Nereus Invest, cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique. On va voir comment la Guyane française devient un laboratoire pour l'exploitation forestière. Dans notre débat, je vous ferai découvrir le pacte mondial des Nations Unies, une passerelle entre l'ONU et les entreprises privées destinées à promouvoir les bonnes pratiques en matière de droits humains, de respect de l'environnement ou de lutte contre la corruption. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on parlera de Stadium Go, c'est une appli de covoiturage lors des événements sportifs. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, je vous le présente tout de suite, c'est Antoine Madoui. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le patron, le PDG de Nereus Invest, cabinet de conseil que vous avez créé en 2019. Puis maintenant, vous portez vos propres projets, on va en parler. Mais si on revient à la jeunesse, c'était quoi l'idée de départ, l'ambition de départ de Nereus ? L'ambition de départ de Nereus Invest était de pouvoir apprendre à construire et à piloter des projets de transition écologique. Puisque piloter des projets, techniquement, on sait faire en termes d'ingénierie depuis longtemps, oui. Mais piloter un projet de transition écologique, c'est un peu plus complexe. Ça demande des compétences à 360 degrés pour pouvoir gérer à la fois les aspects juridiques et réglementaires qui aujourd'hui, bien souvent, viennent être sur le chemin critique du projet, également gérer les aspects politiques, l'acceptabilité territoriale, et puis pouvoir gérer les aspects financiers et bien entendu techniques et technologiques. Oui, ça suppose des expertises qui sont en fait très multiples et que tout le monde maîtrise pas en même temps, si on peut dire. On parle tous les jours dans cette émission de cette révolution économique. Je ne sais pas s'il y en a une plus rapide, plus brutale que celle qui est imposée par la transformation environnementale et sociétale. C'est vrai pour l'énergie, c'est particulièrement vrai pour l'énergie ? C'est particulièrement vrai pour l'énergie et surtout à partir du moment où on pense complémentarité de l'approvisionnement dans le cadre des transitions énergétiques, sur différentes énergies, il nous faut poser la question des bioénergies. Et la question des bioénergies amène à la question de l'approvisionnement et de la ressource. Et sur les questions de ressources, il y a des enjeux d'acceptabilité sociétale particulièrement forts et des enjeux techniques qu'il nous faut réexplorer, notamment en termes d'agriculture, de foresterie et autres. L'acceptabilité sociale, on en dit un mot rapidement, ensuite on part en Guyane pour parler de vos projets. Moi, ça me semble un enjeu majeur qu'on a peut-être sous-estimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Merci pour la question. Je vais essayer d'y répondre en quelques secondes, mais je pense que le sujet de l'acceptabilité sociale des projets de transition énergétique a peut-être été sous-estimé puisque bien souvent, pour faire des projets, on pense à de l'ingénierie. Et lorsqu'on est dans de l'ingénierie, nous sommes dans la technique, dans la technologie. Et les sujets d'implantation sont vus à travers le prisme des études géotechniques, donc qui sont elles aussi des études d'ingénierie. Et souvent, en fait, les projets techniquement sont bons. Par contre, essayer dans une démocratie comme la nôtre de pouvoir attirer la population vers nos projets, les faire comprendre, les partager et accepter la controverse, c'est des éléments qui émergent aujourd'hui et sont à prendre en compte de manière plus avancée. Oui, effectivement, c'est devenu vraiment dans la stratégie globale de ces projets quelque chose d'essentiel. La Guyane, donc depuis janvier 2023, vous portez vos propres projets sur ce territoire. Déjà, pourquoi la Guyane ? Merci beaucoup Thomas pour cette question. La Guyane, tout simplement parce que c'est un territoire pour lequel nous avons collectivement, donc les deux associés qui sont au bord de Nereus Invest et mon holding, un attachement particulier. C'est un territoire extraordinaire dans lequel nous avons des enjeux et des contraintes environnementale très forte, c'est l'Amazonie française, située entre le Suriname et le Brésil. C'est également un territoire sur lequel les infrastructures sont
relativement peu développé par rapport aux standards de l'Hexagone. Et nous avons, par exemple, une absence d'autoroute, un réseau électrique qui peut avoir certaines faiblesses. Il n'y a pas de port en eau profonde. Et en fait, ces contraintes structurelles sont à l'image du reste du monde. Et donc, développer des projets en Guyane, c'est la garantie de pouvoir les répliquer ensuite ailleurs dans le monde beaucoup plus facilement que si nous les avions pensés ici, à proximité d'une centrale nucléaire. Très intéressant. Des obstacles à contourner ou à sauter, et ensuite ça vous permettra de dupliquer ces bonnes pratiques. Alors, avec notamment un projet d'exploitation forestière, plantation de bois d'œuvre et de bois énergie. Alors, je vais être honnête avec vous, ma première réaction, ça a été de me dire, mais attendez, la Guyane n'a pas besoin de bois. Pourquoi faire du bois? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, effectivement, je comprends tout à fait votre question. Quand on atterrit, et je prends l'avion demain, donc je verrai à nouveau la beauté de la forêt amazonienne quand on arrive sur un territoire qui est grand comme l'Autriche, qui est couvert à 94% de forêt. C'est un peu contre-intuitif d'avoir l'idée d'aller planter du bois là-bas. Oui. Mais ce n'est pas parce que le bois est présent partout qu'il est accessible dans des conditions technico-économiques satisfaisantes. Et aujourd'hui, l'engagement pris par la France sur le massif amazonien est exemplaire, puisque l'exploitation se fait en forêt naturelle selon une charte d'exploitation à faible impact qui est reconnue internationalement pour sa qualité en termes de gestion des écosystèmes. Cependant, la contrepartie de cette excellence environnementale est la faiblesse des prélèvements. Et aujourd'hui, la production de bois d'œuvre pour la construction en Guyane nécessite d'être peut-être augmenter pour pouvoir répondre aux besoins de construction d'un territoire en pleine explosion démographique. Et donc Thomas, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on plante là-bas? C'est pour pouvoir fournir un marché qui est approvisionné majoritairement de l'extérieur actuellement. Non. Ça veut dire que pour construire, ou peut-être même pour se chauffer, on peut parler de bois énergie, la Guyane importe? Oui, la Guyane importe. Oui. La balance commerciale du bois en Guyane est déficitaire. Le bois est importé à la fois pour la construction, mais également pour pouvoir demain travailler sur des éléments de structuration filière. C'est là où est notre projet. Créer des plantations bois d'œuvre pour pouvoir avoir de la production locale, de la transformation locale et aller plus loin dans cette transformation. L'énergie est secondaire. En fait, plus important. Non, l'énergie... Je vous ai posé la question parce qu'en préparant l'émission, on a trouvé ce chiffre, le bois énergie, qui représente près de 33%, 32,9% de la consommation d'énergie primaire des Français. Donc ça commence à prendre pas mal de place. Alors là, on est en Guyane, on est sur un marché qui est peut-être un peu différent. Pourquoi vous dites que c'est secondaire? Alors c'est secondaire pour une raison d'abord climatique, puisque en Guyane, il n'y a pas besoin de chauffage ni de chaufferie. Et effectivement, le bois énergie en France est d'abord consommé pour le chauffage. En Guyane, il est utilisé dans le cadre de centrales biomasse qui sont là pour produire de l'électricité de manière continue en injectant sur les réseaux de l'énergie renouvelable. Dans notre projet, le bois énergie est secondaire puisque il est là pour valoriser ce que nous ne pouvons pas valoriser en bois d'œuvre. D'abord le bois d'œuvre, ensuite le bois énergie. Quand on lance un projet comme celui-là, avec donc ces objectifs environnementaux ambitieux, c'est ce que vous nous dites, comment vous limitez l'impact? C'est toute la question. Il y a plein d'exemples. Je sais pas, la variété des essences choisies, peut-être que c'est une façon de le faire, s'éloigner des cours d'eau. Enfin, je sais pas, j'essaye d'imaginer ce que vous avez mis en place. Merci beaucoup Thomas pour cette question, parce qu'elle me permet avant tout de dire que faire un projet d'aménagement sylvicole en Amazonie française sur un territoire qui est couvert à 94% de forêt naturelle, c'est nécessairement prendre la responsabilité de limiter l'impact sur la biodiversité. Et la limite de l'impact sur la biodiversité se fait par les mesures d'ingénierie et par l'innovation technologique. D'abord en créant un modèle numérique de terrain, ensuite en ayant les couches et les hauteurs des différents arbres pour pouvoir identifier les arbres d'avenir et accompagner la production de bois naturellement en faisant des éclaircies, mais c'est aussi, comme vous l'avez justement dit, limiter l'impact sur les cours d'eau et pour cela donc limiter l'exploitation sur les pentes et c'est avoir des essences locales et endémiques.
D'accord. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on parle rapidement d'un autre de vos projets qui est peut-être un peu plus long terme, qui est en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Et là, on parle de production d'hydrogène. Expliquez-nous. Oui, merci pour ce beau projet de le mettre en avant, puisque l'Agence spatiale européenne, dans le cadre de la décarbonation du port spatial, en collaboration avec le Centre national d'études spatiales, le CNES, ont pour objectif de diminuer l'empreinte environnementale des lancements Ariane. Et pour cela, l'objectif est de pouvoir décarboner la production d'hydrogène, puisque l'hydrogène sert de carburant aux fusées. Et pour pouvoir décarboner la production d'hydrogène, l'Agence spatiale européenne a pris l'initiative de créer un consortium qui s'appelle IGOAN, donc HY, et ce consortium IGOAN va produire de l'hydrogène renouvelable à partir d'électrolyse, et une partie, 80% environ du volume produit, va servir à décarboner le lanceur Ariane 6, et environ 20% va servir à décarboner la mobilité lourde en Guyane. Et la filiale de Nereus Invest, qui est la société Aldis Nereus, en partenariat avec l'acteur local de la distribution, la société Aldis, va pouvoir distribuer l'hydrogène à travers ce qu'on appelle une station-service. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre la production de bois, éventuellement l'utilisation des déchets de bois, et la production d'hydrogène ? Pas sur ce projet-là. Technologiquement, il pourrait y avoir un lien à travers des unités de pyrogazéification. Oui. Qui ont pour objectif de craquer le bois à très haute température de façon à récupérer un gaz de synthèse et ensuite d'enrichir ce gaz de synthèse et de le raffiner de manière à pouvoir produire soit des carburants de synthèse, soit de l'hydrogène. Voilà, encore des pistes passionnantes. Merci beaucoup, Antoine Madoui, d'être venu nous présenter ces projets en Guyane. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Connaissez-vous le pacte des Nations Unies? Ce pacte passé avec des entreprises privées. Vous allez voir. Quand l'ONU et les entreprises privées passent un pacte, c'est le thème de notre débat avec Niels Pedersen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes délégué général du pacte mondial de l'ONU Réseau France. À vos côtés, Annabelle Guillet. Bonjour et bienvenue. Vous êtes directrice de l'innovation sociétale chez Armor Group. Présentez-nous en quelques mots ce pacte mondial des Nations Unies. Déjà, peut-être, c'est combien d'entreprises en France et dans le monde parce que oui, alors commençons effectivement par du concret. C'est 2200 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité sur tous les territoires en France, 24 000 dans le monde qui sont répartis au travers de 62 réseaux comme le nôtre. Ça vous montre aussi la force de cette initiative qui est en fait factuellement la première initiative en faveur du développement durable lancée par Kofi Annan en 1999. Oui. L'intuition de Kofi Annan, alors secrétaire général, c'est d'embarquer le secteur privé dans les grands enjeux qui sont les nôtres, la protection évidemment des droits de l'homme, la protection de l'environnement, les normes internationales du travail et les enjeux de lutte contre la corruption, pour amener ces entreprises à travailler sur ces sujets, pour donner un visage humain à la mondialisation en 99. Et c'est comme ça qu'est née cette initiative, le Pacte mondial, ou le Global Compact en anglais, pour amener les entreprises à structurer des démarches de RSE partout dans le monde. Mais comment vous les choisissez? Parce que ce sont des très grands principes. Donc vous avez quoi? Des grilles de critères? Alors, nous, on ne choisit pas les entreprises. On choisit évidemment les principes qui sont fixes. Ce sont les 10 principes du Pacte mondial. Les entreprises s'engagent volontairement. C'est un engagement volontaire. Ce n'est pas un label, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une signature, c'est une participation. C'est le choix d'un chef d'entreprise de s'engager auprès des Nations Unies à respecter ces 10 principes. Bien compris. On va jeter un coup d'œil à ce que représente la taille des entreprises qui ont rejoint ce pacte mondial Réseau France. 60% de PME, 28% d'entreprises de taille intermédiaire et 12% de grandes entreprises. Annabelle Guillet, Armor Group a rejoint le pacte en 2008, je crois. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi cet engagement? Alors déjà, Armor Group, c'est une industrie qui a 100 ans. Ouais. Positionnée sur la région nantaise. On est devenu mondial maintenant, mais voilà, il y a une histoire derrière tout ça. Et en 2000, avec l'arrivée d'un nouveau PDG qui est toujours actuellement en poste, Hubert de Boisredon, nous avons pris un virage
sur la RSE, alors qu'à l'époque, on ne parlait même pas de RSE. C'était un mot qu'on pourrait prononcer quasiment jamais. Qui n'existait pas, d'ailleurs. Ouais. On parlait plutôt de développement durable. Donc, il nous fallait quelque chose pour démontrer notre engagement, parce que dès 2008, on était engagés. Et du coup, ça s'est fait naturellement. C'était un des seuls engagements notables concret. Et donc, vous avez présenté, je crois que c'était au mois de juillet, 10 initiatives, enfin des initiatives exemplaires de 10 entreprises françaises. Alors, on a voulu rendre tangible 2200 entreprises en France. Donc, il y a aussi un enjeu du narratif dans le développement durable. On n'est pas simplement dans de la réglementation. Comment on arrive à transformer les modèles d'affaires des entreprises. Et donc, on a choisi volontairement 10 projets, à la fois de grands groupes, mais aussi de PME et de taille intermédiaire sur le territoire. Effectivement, l'engagement d'Armor Group est intéressant. On rejoint à partir de 2008. Le réseau a été créé en 2003. Et la courbe d'apprentissage, ils ont aussi participé à nos instances de décision. La courbe d'apprentissage réciproque a permis à Armor de structurer sa démarche, mais d'aller beaucoup plus loin dans un projet que Annabelle Alors, je veux bien que vous nous le présentiez. Effectivement, je crois que je vais essayer de le prononcer, mais ça s'appelle l'e-iPad, c'est ça? Alors, l'e-iPad. L'e-iPad, ouais, j'étais sûr que j'allais me planter. C'est quoi? C'est une coopération territoriale autour d'un parc d'activités. On est situé au sud de Nantes, dans une ville qui s'appelle La Chevrolière. Et au sein du parc d'activités, il y a une vingtaine d'entreprises. Et on s'est réunis à 12 entreprises qui étaient volontaires pour justement porter une démarche RSE collective, voir comment on pouvait trouver des sujets qui faisaient sens autour de nos entreprises. Mais attendez, ce parc d'activités, il est particulier. Il est juste à côté d'une réserve naturelle, c'est ça? Alors, il est à côté d'une réserve Natura 2000, vous avez raison. Donc, justement, ça fait encore plus sens de respecter l'environnement, de le protéger, de faire que nos entreprises dans ce parc d'activités n'aient pas un impact négatif sur l'environnement. Et au moment où on a lancé la création de cet e-pad en 2009, on s'est d'abord dit faisons du concret en fait. Il fallait qu'il y ait des choses vraiment concrètes et qui permettent d'avancer ensemble. Donc on a fait un brainstorming tout simplement, se dire sur quel sujet on peut. Donc les premiers leviers sur lesquels vous avez agi, c'était quoi? Eh bien, on est parti sur une enquête qu'on avait fait sur le voisinage, sur quelle était leur opinion sur le parc d'activités, et on s'est vite rendu compte que les flux de camions qui venaient sur ce parc d'activités pouvaient être problématiques. Et donc ça a été le sujet de travail en premier, ça a été de travailler sur les déchets, parce qu'on avait chacun dans nos entreprises différents prestataires de déchets qui venaient à différents moments de la journée, et en travaillant ensemble, en trouvant un prestataire qui pouvait, en passant dans une entreprise, collecter les déchets des autres, ça faisait un seul passage comparé à 12 passages, par exemple. Donc ça, c'est l'un des leviers. Il y en a eu plein d'autres. Niels Pedersen, peut-être, il y a l'exemple d'Armor Group, il y en a plein d'autres dans ces bonnes pratiques que vous avez choisi de mettre en avant. Mais j'ai peut-être une question un peu plus générale. Vous y avez en partie répondu en citant Kofi Annan, mais pourquoi le secteur privé? Parce que vous vous dites que c'est un levier qui peut être parfois plus efficace que le levier étatique ou le levier réglementaire. Pourquoi exclure le secteur privé des solutions? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur privé, surtout en France, c'est la moitié du PIB. Dans certains pays, c'est même 80% du PIB. Si vous n'avez pas des entreprises qui sont engagées dans la mesure de leurs impacts négatifs, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas tout demander à la puissance publique, on peut demander beaucoup en termes de régulation, on peut demander beaucoup aux ONG, aux associations, mais l'entreprise a un rôle. L'exemple d'Armor est intéressant. Il décide volontairement de fédérer un collectif d'entreprises qui, spontanément, n'a pas forcément demandé quoi que ce soit. Pour des problématiques. On se retrouve avec un garagiste, un traiteur. Et nous, on a des problématiques qui sont très différentes. Des problématiques réelles de voisinage qui subit des nuisances, de transport. Et donc, l'entreprise se dit, je veux réduire ces nuisances et donc je prends des engagements. Et c'est ça qui est intéressant dans le secteur privé, c'est qu'il peut s'engager volontairement, et je crois à la force de l'engagement volontaire qui va au-delà de la réglementation. La réglementation, tout le monde l'applique, et tant mieux, est censé l'appliquer. Si on va aller plus loin dans les sujets qui sont les nôtres, sur la réduction, on a parlé des déchets, mais des gaz à effet de serre, la réduction de la pauvreté, mais aussi les conditions de travail, l'entreprise, elle a des solutions. Et il faut le mettre en avant. L'enjeu pour nous, c'est la réplicabilité, c'est-à-dire c'est possible, ce qu'a fait Armor, on peut le faire ailleurs, vous pouvez le faire volontairement, ça ne coûte pas forcément plus cher, ça prend un peu de temps, c'est parfois une démarche d'humilité, parce que vous avez pris du temps, vous avez pris de la concertation, mais les résultats sont là, et il y a aussi une performance économique, parce que derrière, il y a une gestion beaucoup
beaucoup plus efficace des déchets pour l'ensemble des entreprises, donc c'est une réduction des coûts, et ces dépenses peuvent permettre de générer en fait des recettes ailleurs. Ouais. Donc là, on est vraiment, et c'est un mot que je prends souvent dans cette émission, dans les bonnes pratiques et dans le fait de les mettre en avant et évidemment de les partager. Est-ce que ça a supposé, vous avez un petit peu évoqué ça, mais des investissements et donc peut-être des difficultés à convaincre certaines des entreprises qui étaient là de l'opportunité de faire ces investissements? Je dirais plutôt qu'on a rebondi sur ce collectif pour innover autrement et dans chacun de nos entreprises penser les produits différemment. Et ça a été notre cas. On a investi plus de 50 millions d'euros dans le fait de répondre à un enjeu de société, typiquement les énergies, et on fabrique maintenant, en utilisant notre savoir-faire, un collecteur de courant qui a un composant des batteries électriques lithium-ion. Donc on est très fiers de ça. Donc oui, donc vous êtes inventé une nouvelle façon de consommer l'énergie, voire de la produire, c'est ce que je comprends? Alors non, on a réduit nos consommations d'énergie, ça c'est clair, mais on a aussi innové dans nos produits en s'appuyant sur nos savoir-faire pour fabriquer de nouveaux produits. Oui, on peut, et justement, les collecteurs de courant. Ok, collecteurs de courant. On peut peut-être citer rapidement, il nous reste un peu plus d'une minute, Niels Pedersen, une autre des initiatives que vous avez choisi de mettre en avant. C'est difficile de choisir. Alors, il y en a beaucoup. Je pense Pernod Ricard, marque vin et spiritueux sur la production de café, mais je pense aussi à INAF. Tout le monde connaît les pâtés INAF PME qui a voulu transformer sa filière de production de poivre à Sao Tomé. Je pense à Damartex aussi, qui produit des vêtements pour les personnes âgées aussi, dans ces rapports humains, comment on travaille sur les rapports humains avec les personnes âgées. Donc on voit qu'il y a de l'innovation sociale, il y a de l'innovation technologique, environnementale, et que c'est possible. En fait, on a voulu dire c'est possible, on peut le faire. Il y a des investissements conséquents, mais qui génèrent des impacts positifs aussi pour l'entreprise et pour la société, puisque la réserve Natura 2000 est toujours là et les impacts positifs sont positifs. Et surtout, ce que tu n'as pas dit, c'est que vous avez généré des coopérations avec à la fois les collectivités locales, mais aussi les associations. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, a été très impliquée. Les collectivités ont aussi financé des dispositifs d'accompagnement pour l'ensemble du parc d'activité, des financements de pistes cyclables. Et en fait, on voit ce cercle virtueux, c'est qu'à partir du moment où on prend le temps de se poser et de définir les constats, on peut apporter des solutions qui sont partagées et qui donc fonctionnent pour le plus grand nombre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce pacte mondial ONU Réseau France. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Olivier Legat, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur de Stadium Go, créé il y a 3 ans avec Romain Lauvergnat. Ça démarre, alors le supporter du PSG que je suis a du mal à le dire, mais ça démarre autour de l'Olympique de Marseille. C'est une histoire de supporter de l'OM, c'est ça? C'est ça. Mon associé, grand supporter de l'OM, a décidé de créer Stadium Go, puisqu'il vivait à Paris et supportait l'OM en tant qu'abonné de l'Olympique de Marseille. Et il faisait tous les allers-retours toutes les 2 semaines en voiture. Puisque le train, parfois, après un match, il n'y avait plus de train. Dormir une nuit à l'hôtel lui coûtait parfois cher. Donc avec des copains, il faisait ça, ils étaient 4 dans la voiture. Et au bout d'un moment, il a décidé de créer sa propre plateforme de covoiturage dédiée aux supporters, Stadium Go. Donc l'idée, c'est de commencer à parler du match avec des supporters autour d'un événement sportif, de ne pas se retrouver avec des gens qui n'en ont rien à faire, c'est ça? C'est exactement ça. Puisqu'il y a une petite anecdote où une fois, il a pris un Blablacar, sans les citer, pardon, pour aller à Marseille, puisqu'il n'avait pas sa voiture. Il y avait 3 supporters du PSG à bord. Encore pire, avec Roger, 67 ans, qui détestait le foot. Et qui lui a répété pendant 7 heures que les joueurs étaient trop payés pour courir après un ballon. Ça peut vous gâcher le match après. Est-ce qu'il y a beaucoup de covoiturage les jours de match? Si on élargit un peu pour voir quel est le marché et comment il fonctionne. Oui, alors nous sur Stadium Go, on remarque qu'il y a beaucoup de covoiturage suivant les régions et suivant les clubs. Par exemple, l'OM est un club très suivi, donc partout en France, la Saint-Etienne aussi, le PSG aussi. Parfois, si on va sur d'autres clubs, type le RC Strasbourg, on va être beaucoup plus régional. Et après, si on va par exemple en Corse, moi en tant que supporter bastiais, justement, on remarque qu'il y a beaucoup de covoiturage informel. Donc pas sur l'application,
mais ça veut dire que, par exemple, vous voyagez avec d'autres personnes directement dans la voiture et vous faites du covoiturage sans passer par une application tierce. On vient de sortir des Jeux Olympiques et on sait, on l'a dit d'ailleurs dans cette émission en faisant le bilan carbone des Jeux, que le déplacement des supporters, c'est ce qui pèse le plus lourd dans l'impact d'un grand événement sportif. Le covoiturage, c'est intuitivement, on se dit c'est une solution, mais à quel point c'est une solution ? Alors nous, on le calcule, Ouais. cet évitement de CO2, avec notre partenaire qui s'appelle Sami, qui a créé un algorithme propre à Stadium Go, où en fait, nous, sur la dernière saison, c'est plusieurs centaines de CO2, centaines de tonnes, de CO2 évitées. Donc on a cette preuve que ça marche. Maintenant, on pourrait faire beaucoup mieux, je pense. Alors, en préparant l'émission, on a trouvé une étude du forum Vie Mobile qui dit que seuls 3% des trajets de covoiturage sont effectués via une plateforme. J'avoue que j'ai été un peu surpris de ce chiffre, mais ça m'amène à une question plus générale sur l'attractivité des plateformes que vous devez évidemment vous poser pour Stadium Go. Comment rendre une plateforme la plus attractive possible ? Eh ben, nous, c'est ce qu'on fait chez Stadium Go. Par exemple, on est d'abord partenaire d'une ligue nationale professionnelle. Ouais. Restons dans le foot, type la Ligue de football professionnel. Donc, on a les droits d'image et de licence digitale où on peut mettre en avant les logos des clubs. Puis après, en tant que partenaire, entre guillemets, de la Ligue, on va voir chaque club. Et on met en place des récompenses avec chaque club. Par exemple, si vous voyagez via Stadium Go pour aller voir un match de l'Olympique Lyonnais et que vous êtes au minimum 3 dans la voiture, vous avez une place de parking gratuite au pied du stade, qui coûte en moyenne entre 15 et 20 euros. Donc on vient chercher des nouveaux utilisateurs et créer de l'usage avec des récompenses précises. On a ça aussi à Strasbourg. Par exemple, on a d'autres récompenses type un maillot offert pour le rugby, des choses comme ça au bout de 10 covoiturages. En fait, on vient créer une fidélité, une sorte de programme de fidélité pour les supporters. Pour l'instant, ça concerne essentiellement le foot, mais ça peut être développé pour tous les sports, pour tous les événements sportifs ? Alors, on a tous les sports sur la plateforme Stadium Go grand public. Puis après, nous, notre business model, c'est d'aller créer des solutions en marque blanche pour soit des clubs, soit différents sports. Et par exemple, on lancera dès la semaine prochaine une solution de covoiturage pour la Ligue nationale de rugby, donc pour l'ensemble des clubs du top 14 et de Pro D2. Merci beaucoup Olivier Lega et bon vent à Stadium Go. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Cyrielle Chazal qui sont à la programmation et à la production de cette émission. Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Merci à tous de votre fidélité. Salut.